Point spécial Banque Centrale Européenne, taux de change de l'euro. La Banque Centrale Européenne peut-elle pivoter avant la Réserve fédérale des États-Unis et quelle stratégie euro-dollar? Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mercredi pour la nouvelle édition du Fast and Forex. À la veille d'une nouvelle décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, la Fed, c'est mercredi soir, la Banque Centrale Européenne, c'est jeudi à 14h15, puis une conférence de presse de Madame Lagarde à 14h45. Vous savez, on parle moins de la Banque Centrale Européenne. J'ai envie d'en parler plus. J'ai envie d'en parler plus avec vous. Parce que quoi? Parce que avec la Fed, on a plein d'infos. On connaît ses objectifs, on connaît l'impact sur le dollar, sur les taux d'intérêt. Mais la Banque Centrale Européenne, elle a les mêmes outils. Oui, on le sait, elle suit la Fed avec retard. Oui, finalement, elle est un peu un mouton qui suit la Fed et avec en général un décalage de quelques mois. Ok, très bien. Mais ce n'est pas que ça. La Banque Centrale Européenne, qui est aussi pratique depuis 2022, une politique monétaire archi-restrictive, a ses propres objectifs macroéconomiques. Elle a sa propre forward guidance. Et si elle s'y réfère, elle pourrait, même si moi je n'y crois pas, mais c'est ce que je vais développer dans cette vidéo, elle pourrait pivoter avant la Fed, c'est-à-dire recouvrer une politique monétaire accommodante. Et de là, en découlera la tendance du cours de l'euro-dollar. Alors, dans cette vidéo, on va faire un certain nombre de choses. Et j'ai d'ailleurs préparé mon plan ici, donc je vais m'appuyer dessus pour être sûr de rien oublier. Tout d'abord, bon, forcément, la décision de politique monétaire de la BCE demain, je vais en dire un mot, mais tout d'abord, la zone euro. Vous avez manqué ça? La zone euro est en récession technique depuis la semaine dernière, au premier trimestre. 2 trimestres consécutifs de taux de croissance négatif. En grande partie, même quasiment uniquement à cause de l'Allemagne, qui a quand même fait 2 trimestres consécutifs à moins 0,5 et moins 0,3 de croissance de son PIB. Et donc voilà, c'est ça qui d'ailleurs a expliqué en grande partie le repli du taux de change de l'euro de 1,11 à récemment à 0,7, après ensuite donc une stabilisation. Et voilà, la Banque Centrale Européenne, lorsqu'on regarde ses objectifs macroéconomiques, ses anticipations, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus important à surveiller ce jeudi. La mise à jour des anticipations macroéconomiques de la BCE, elle fait ça 4 fois par an. Elle fait ça en mars, en juin, en septembre et en décembre. En mars, elle ne croyait pas à la récession technique. Or, depuis, ça a été validé. Mais c'est focus sur l'Allemagne, car l'Espagne et l'Italie, deuxième et troisième économie de la zone euro, elles n'y sont pas. Alors voilà, et donc voilà, c'est tout l'enjeu pour l'euro-dollar. Si la BCE pivote avant la Fed, l'euro-dollar ira à la parité. Si la Fed pivote avant la BCE, l'euro-dollar remontera à 1,10 et au-delà. On va tout passer en revue. Je reprends donc mon plan. La zone euro en récession technique, je vous donne quelques détails. La politique monétaire de la politique monétaire restrictive de la BCE suiveuse de la Fed. Les objectifs global macro de la BCE et leur mise à jour très attendue ce jeudi. La BCE est-elle proche de son taux terminal? Et va-t-elle donc pivoter avant la Fed? Je vous donne moi mon point de vue. Et mon point de vue, il est négatif. Et enfin, le panorama, le tour d'horizon complet du taux de change euro-dollar en lien avec cette thématique de la BCE et en lien avec tous les outils de marché. C'est parti. Alors chers amis, je me suis réduit, je suis tout en bas, coucou, vous me voyez. Point spécial Banque Centrale Européenne euro. On parle un peu de l'euro pour changer. La BCE peut-elle pivoter avant la Réserve fédérale des États-Unis? Que s'ouvre donc la session? Le plan, je vous l'ai détaillé à l'instant, donc écoutez, voilà, passons directement à la première partie. La zone euro est officiellement entrée en récession technique au premier trimestre 2023. Et oui, c'est une catastrophe. Non, bien sûr, je plaisante. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La récession économique classique, qu'est-ce que c'est? C'est un taux de croissance négatif du produit intérieur brut en rythme annuel et sur une année complète. Une récession technique, c'est 2 trimestres consécutifs avec un taux de croissance négatif du PIB, mais d'un trimestre à l'autre, et non en rythme annuel. En gros, je m'explique. Il faut bien que ce soit clair dans votre esprit. Le taux de croissance au premier trimestre de la zone euro en rythme annuel, ça a été plus 1. Mais d'un trimestre à l'autre, ça a été moins 0,1. Donc en fait, c'est une récession technique parce que c'est 2 trimestres consécutifs avec un taux de croissance d'un trimestre à l'autre négatif. Mais en rythme annuel, tout reste encore
positif, sauf pour l'Allemagne, vous allez voir. Et oui, et l'Allemagne, c'est 30% du PIB de la zone euro, donc ce n'est pas rien. Et ceux qui pensent que la BCE va pivoter avant la Fed, mettent le doigt sur l'Allemagne. C'est vrai, d'ailleurs, on ne va pas se mentir, c'est moche, les indicateurs avancés dans le secteur manufacturier allemand. Et voilà, en Europe, il n'y a pas que l'Allemagne, et bon, c'est le débat du moment sur cette fameuse probabilité de récession. C'est un débat aussi bien valable pour les États-Unis que pour l'Allemagne. La zone euro est en récession technique depuis le premier trimestre 2023 du fait de l'Allemagne qui a enregistré 2 trimestres consécutifs très négatifs. La France et l'Italie et l'Espagne non plus ne sont pas en récession technique. Le cas de l'Allemagne est le plus inquiétant, d'autant plus parce qu'elle représente 29% du PIB de la zone euro, contre 21% pour la France, 15% pour l'Italie et 10% pour l'Espagne. Voici donc quelques illustrations sur ces sujets. Vous avez d'abord ici, effectivement, l'évolution du PIB de la zone euro en rythme trimestriel. Voilà pourquoi tout le monde s'inquiète et voilà pourquoi certains jouent le retour à la parité euro-dollar, parce que c'est une récession technique et parce que le PIB, le PMI, Purchasing Manager Index, cet indicateur très respecté, indicateur avancé très respecté par le marché en Allemagne, est en train de s'enfoncer sous 50. Et ce qu'il faut bien rappeler, c'est que sous 50, ce sont des anticipations de contraction économique. Donc effectivement, la situation de l'Allemagne peut sembler inquiétante. Et moi, je vous invite, pour vous informer, à vous tourner vers le site de la Banque Centrale Européenne. Vous avez notamment la partie Euro Area Statistics, notez l'accent parfait. Et donc, alors là, vous avez tous les pays. Là, vous avez cette fois-ci le taux de croissance du PIB en rythme annuel. Alors, in extremis, la zone euro, elle a fait plus 1 au premier trimestre. Je le rappelle, là, c'est en rythme annuel. Ce que je vous ai montré avant, le moins 0,1, c'est d'un trimestre à l'autre. Récession technique, c'est 2 trimestres consécutifs. Enfin voilà, vous avez compris. Et donc, je mets l'Allemagne. Et l'Allemagne, eh bien, en rythme annuel, moins 0,5. C'est ça, en fait, qui a récemment conduit en mai le mouvement de retracement de l'euro-dollar du mois de mai. A été beaucoup alimenté par ça. Bien sûr, en plus aussi du rebond technique du dollar US face à un panier de devises. Mais ça, c'est un autre sujet que je traite. Je ne vais pas là traiter le sujet du dollar américain. Je vous renvoie vers l'émission Fast and Forex que j'ai fait il y a 2 semaines sur ce sujet. Donc effectivement, l'Allemagne inquiète. Alors maintenant, partant de ce postulat, revenons sur une première chose, un second élément. La politique monétaire restrictive de la BCE depuis 2022 est une politique suiveuse de la Fed avec retard, mais qui poursuit le même objectif, briser l'inflation. En 2022, la BCE a mis un terme à 10 années consécutives de taux d'intérêt négatifs ou à zéro. Alors, quand je parle, vous savez que la Banque Centrale Européenne a 3 taux d'intérêt. Le taux directeur, le taux de dépôt sont les 2 plus importants et le taux de prêt de facilité marginale. Le taux de dépôt, il était à 0 et négatif depuis 2012. Le taux directeur ou taux de refinancement était à 0 depuis 2016. Donc voilà, il y a eu vraiment ici un changement radical du fait de l'envolée de l'inflation. Désormais, le taux directeur ou Main Refinancing Operations était égal à 0 depuis 2016. Il est remonté maintenant à 3,75%. La politique restrictive de la BCE, c'est aussi la réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne, qui représente l'autre dimension de cette politique monétaire hawkish, dont l'objectif est de réduire le taux d'inflation à 2%, une inflation qui a connu une hausse archi-verticale. Alors, je vais vous montrer justement sur ces éléments un certain nombre d'illustrations. Alors, tout d'abord, vous avez ici, vous savez, toutes les infos sont sur le site de la BCE, donc il suffit d'aller chercher ça. Vous avez là l'évolution de tous les taux d'intérêt de la BCE, le taux de dépôt, qui est maintenant considéré presque comme le plus important. C'est le taux d'intérêt, vous savez, lorsque les banques commerciales déposent leurs fonds près de la banque de la BCE. Et là, c'est lorsqu'elles se refinancent pour prêter à l'économie réelle. Le taux de dépôt, regardez, il était à 0 depuis 2012. Il est tombé à moins 0,50 en 2019 et là, remonté à 3,25. Et le taux directeur, il était à 0 depuis 2016 et là, il est remonté à 3,75. Donc, il y a vraiment eu ici une inflexion restrictive de la politique monétaire en vue de briser l'inflation. Et là, je vous renvoie c'est un super tableau de bord, encore une fois, un super dashboard disponible sur le site de la Banque Centrale Européenne avec toutes les composantes de l'inflation. Je vais par exemple regarder l'inflation alimentaire.
la courbe de l'inflation alimentaire. On est encore à 15%. Après, on va mettre l'inflation globale. Alors, il n'est pas mis à jour. Hein. Maintenant, c'est 6,1. Mais il leur manque un mois. Mais c'est vraiment... je vais vous montrer d'autres endroits ici où c'est à jour. Voilà. Là, je le laisse sur TradingView. Et donc, vous avez... Alors, quand je dis avec retard, vous avez ici en rouge la courbe de l'inflation aux États-Unis. Cette seconde courbe en rouge, c'est la courbe de l'inflation au sein de la zone euro. Mais regardez les courbes en bleu pointillées. En bleu foncé, c'est le taux de la Fed, et en bleu clair, le taux de la BCE. Vous voyez que voilà, il y a eu 3-4 mois de retard de la BCE pour enclencher, elle aussi, un cycle haussier de ses taux d'intérêt. Et c'est toujours la même chose. Elle agit toujours avec retard sur la Fed, sauf à avoir des fondamentaux qui seraient archi complètement différents. Et donc là, je vous ai remis plusieurs informations. Vous avez en bougie japonaise, alors je vous présente l'Euro Index. C'est vrai qu'on parle beaucoup du dollar index dont le code est DXY. Eh bien, attardons-nous un peu maintenant sur l'euro index, petit tips d'utilisation de TradingView, dont le code est EXY. Et vous avez là donc le taux directeur de la BCE, et là vous avez le bilan de la BCE. Et bien vous constatez que le rebond de l'euro, depuis septembre dernier, ça a bien été la diminution du bilan de la BCE, donc l'argent se fait de plus en plus rare, la monnaie de plus en plus rare, donc son prix augmente, et l'augmentation des taux d'intérêt, la monnaie rémunère de plus en plus, donc son prix augmente. Et donc ça a accompagné le rebond du taux de change de l'euro. Là, je ne parle pas de l'euro-dollar, je parle de l'euro index, qui d'ailleurs, regardez, tant qu'on tient ce niveau, on peut rester boule. Si on casse ça, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, ben bon, ça, on va en parler plus tard de l'analyse technique. Si vous voulez aller directement à la partie technique, vous avez le chapitrage en bas pour avancer donc dans la vidéo. Donc ça, voilà, ça c'est une première chose. L'objectif, c'est donc de briser cette inflation, alors qui est loin d'être vaincue, hein, c'est ce que vous allez voir plus tard dans la vidéo, en particulier l'inflation sous-jacente. Il va falloir justement qu'on parle. Et donc regardez même par exemple, alors c'est intéressant parce que là je vous ai mis en bleu le bilan de la Fed et en rouge le bilan de la BCE. Eh bien regardez, récemment il y a eu un rebond du bilan de la Fed, mais c'était à cause de la crise bancaire des banques régionales US. Alors que la BCE, elle, en Europe, il y a un système bancaire qui est quand même beaucoup plus solide que ce maillage de banques régionales états-uniennes. Le bilan de la BCE continue de baisser. Et donc ça c'est plutôt quand même overall un facteur de force pour l'euro-dollar. Mais bon, ça, on va en parler plus tard. Les anticipations. Alors, les anticipations de la BCE et la mise à jour très attendue pour la réunion du jeudi 15 juin. Alors, ça, j'insiste. Il s'agit ici de la chose la plus importante à suivre en ce qui concerne la réunion de la BCE ce jeudi 15 juin. La Banque Centrale Européenne met à jour ses anticipations macroéconomiques seulement 4 fois par an, en mars, en juin, en septembre et en décembre, et ses perspectives de politique monétaire en dépendent directement. L'objectif prioritaire de la BCE, un peu comme la Fed, mais il y a beaucoup de différences, c'est un taux d'inflation sous-jacent stable et autour de 2% annuel. Lorsque je parle d'inflation sous-jacent, c'est hors alimentation et énergie. La BCE, bien sûr, cherche à assurer un rythme de croisière et un taux de croissance positif du PIB de la zone euro, mais malgré la récession technique, alors là je vous parle des anticipations, attention, là je m'appuie sur les anticipations que la BCE avait livrées en mars, avant que soit confirmée la récession technique au sein de la zone euro du fait de l'Allemagne. Donc, c'est pour ça que moi, ce jeudi, je vais me précipiter dès le début d'après-midi sur les nouvelles anticipations de la BCE. Et vous allez voir, il y a un super dashboard sur le site de la BCE, une page qui est super claire avec son tableau où elle résume ses objectifs. Et en mars dernier, elle ne croyait pas du tout à la récession. C'est pour ça que certains disent, beaucoup de personnes ne croient à ce que la BCE pivote avant la Fed. La BCE, elle est hyper optimiste. Mais moi, j'ai tout lu. Toutes ces anticipations de mars dernier, elle nous dit aucun problème, ça va désinflationner, la baisse de l'inflation va relancer la consommation domestique, on a hyper confiance dans la croissance en provenance de Chine, etc. etc. Du violon, quoi, c'est au poil, hyper confiant. Par contre, avec cette crainte sur l'inflation sous-jacente. Et c'est ça qui avait fait remonter l'euro-dollar depuis octobre dernier, jusqu'à récemment les 1,11, avant que commence leur tracement. Et donc, vous comprenez maintenant tout l'enjeu de cette réunion-là du jeudi 15. Est-ce qu'elle change son fusil d'épaule? Est-ce qu'elle nous dit « Ouh là là, l'Allemagne, récession technique, ouh là là, pas bon ça, on va pivoter » Ou est-ce qu'elle maintient cap? Non, non. Tout ça, c'est transitoire. Vous savez, ils aiment bien ces mots-là, hein, provisoire, transitoire, tout ce qu'on veut. Bon, surtout Madame Lagarde qui nous disait à l'époque que l'inflation était transitoire. Bon, enfin, on va pas reparler de ça. Et voilà, donc ce sera majeur. Et de là va en découler, bien sûr, les anticipations comparées de politique monétaire Fed BCE et la tendance de l'euro-dollar. Hein. Ça, c'est un chimie mix. Enfin, c'est tellement passionnant. Moi, je prends du plaisir à suivre tout ça.
Donc, elle était plutôt confiante. Alors, je vais vous montrer en fait à quoi concrètement ça correspond. Voilà, vous avez ici donc, voilà, son tableau des anticipations de politique monétaire. C'était en mars dernier. Ces anticipations de croissance pour le PIB de la zone euro, elles, easy, tranquille, hein. Positif, positif, positif. Ça, c'était en mars. Ça, c'était en mars. Et d'ailleurs, ça se présente comme ça. Là, je suis sur le site de la BCE. Et voilà, ça se présente comme ça. C'est un énorme papier. Donc, cette page, elle va être mise à jour. Elle va être mise à jour ce jeudi. Avec les anticipations. Vous voyez, pour l'inflation, j'y viens tout à l'heure, mais ils sont hyper confiants, sauf pour l'inflation sous-jacente. Et voilà, donc ça se présente sous la forme d'un tableau, comme ça. Et ça va être mis à jour ce jeudi, avec les anticipations de PIB, d'inflation, d'emploi, et tous les détails de la croissance, etc. etc. Et puis là, ils vous expliquent tout, pourquoi ils sont confiants. Ils font même une analyse de la croissance en provenance d'Asie. Donc voilà, ça, ce sera vraiment le gros morceau actualisé auquel il va falloir s'intéresser ce jeudi, lorsque la BCE va délivrer sa nouvelle décision de politique monétaire. Alors, justement, moi, pourquoi je ne crois pas que la BCE va pivoter avant la Fed? Je vous donne ici mon argument principal. L'énorme résilience de l'inflation sous-jacente en Europe, à la différence des États-Unis. Et en particulier l'inflation alimentaire. C'est-à-dire que aux États-Unis, moi je regarde, en fait, il faut s'intéresser aux composantes de l'inflation. Vous savez qu'aux États-Unis, Trueflation est en chute libre. Je vous ai régulièrement montré, notamment, je vous renvoie vers mes dernières émissions Fast and Forex, que par exemple l'inflation alimentaire aux États-Unis était en train de tendre vers zéro. C'est pas du tout le cas en Europe. L'inflation alimentaire encore à 15% par an. Et vous croyez que la BCE va pivoter avant la Fed? À moins que là, tous les supermarchés, que tous les commerçants, que toutes les grandes chaînes se décident, allez, on va être gentil avec les Européens, on baisse tous les prix de 20%. Ça va prendre du temps encore. Moi, je n'y crois pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne crois pas à ce que la BCE pivote avant la Fed. Je me trompe peut-être. Alors, je n'y crois pas parce que, bon, c'est bien de dire ça, mais il faut des arguments. Voilà, ici, vous avez en bleu clair l'inflation sous-jacente en Europe. Celle qui en plus contient les services, elle commence à peine à baisser, elle est encore tout en haut. Elle est à 11% aux États-Unis, elle est à 5%. Et l'inflation globale, elle, qui a vraiment baissé, et ça va prendre du temps, il faut être patient. Alors d'ailleurs, si vous regardez les anticipations de la BCE, là j'ai mis ici les anticipations, la BCE, elle est confiante pour que l'inflation revienne à 2%, regardez, fin 2024, début 2025, pour le scénario moyen. Voilà. Donc ça va prendre du temps quand même. C'est aussi pour ça. Même la BCE, elle dit elle nous dit, enfin, en tout cas on verra ce qu'elle dit jeudi, mais en mars dernier, elle disait qu'elle n'était pas pressée de pivoter. Alors la BCE est-elle proche de son taux terminal? Un pivot avant celui de la Fed me semble très peu probable. Et d'ailleurs, je me suis tourné vers les anticipations de marché. Il resterait AIT, vous l'avez noté, encore 2 hausses de taux de la BCE avant qu'elle n'atteigne son taux terminal. J'insiste sur le fait que le fait d'atteindre son taux terminal n'est pas le fait de pivoter. Pivoter, c'est lorsqu'on enclenche la tendance baissière des taux. Ça pourrait prendre un certain nombre de temps. Mais le marché anticipe qu'il reste encore 2 hausses de taux de 25 points de base, c'est-à-dire un taux de dépôt qui arrivera à 3,75 voire 4, et un taux directeur 4,25, peut-être 4,50, voilà, s'il y a encore 2-3 hausses de taux. À la différence de la Fed, le bilan de la BCE continue de se contracter, car en Europe, on n'a pas du tout les mêmes pressions. Vous savez qu'aux États-Unis, 60% des Américains sont bancarisés auprès des banques régionales. En Europe, les banques sont beaucoup plus grosses. Et donc, le système bancaire est plus résilient. Et la BCE n'aura pas cette contrainte, cette pression à pivoter à cause des fragilités du système bancaire. Je ne dis pas que le système bancaire européen est parfait, je dis juste qu'il est plus résilient que celui que les États-Unis, plus solide. Et là, vous avez donc les anticipations de hausse de taux restantes de la BCE. Vous voyez, c'est 48 points de base. Donc ça veut dire encore 2 hausses de taux. 2 hausses de taux, encore minimum 2 hausses de taux. Minimum à cause de ça. Voilà, à cause des taux d'inflation. Et encore, l'Allemagne, c'est encore pire. L'Allemagne, regardez les taux d'inflation en Allemagne, c'est 6. Regardez l'alimentation boisson en Allemagne, c'est 17%. Bon, il n'y a pas de raison que le pivot de la BCE se fasse comme ça de manière rapide. Alors maintenant, taux de change de l'euro et cours de l'euro-dollar, entre pivot de la BCE et diagnostic complet de marché. Alors tout d'abord, je vous ai présenté l'euro-index, on va en reparler.
et c'est très intéressant de faire l'analyse technique de l'euro index. On va regarder le rapport Commitment of Traders, vous savez, les données de positionnement sur l'euro-dollar qui ont été mises à jour encore, comme chaque semaine. Alors ce que je vais vous montrer, c'est que les asset managers ont effectivement réduit leur exposition à l'achat sur l'euro-dollar, mais pas les hedge funds. Du côté des spreads d'auto intra-zone euro, c'est stable, c'est plutôt un facteur haussier pour l'euro. Alors, le retracement de l'euro-dollar en mai, il a été du fait d'un rebond du spread entre les États-Unis et l'Allemagne. Maintenant, il revient un peu sous résistance, on verra. Et puis, bien sûr, aussi, il y a eu le rattrapage des actions américaines vis-à-vis des indices européens. Maintenant, on va voir en chartisme en fractal. Moi, je conserve les mêmes niveaux. Pour moi, l'invalidation de la hausse, c'est 1,05, 1,0520. Au-dessus des 1,05, 1,0520, je pense qu'on est encore en scénario haussier. Je vais vous expliquer pourquoi. En dessous, c'est terminé et on ira donc à la parité. Alors, déjà, l'euro index, vous avez ici un graphique qui représente les bougies japonaises en données hebdomadaires. Tant que le RSI tient 50 et tant qu'on tient ce niveau chartiste, c'est haussier. En dessous, c'est fini. Alors, le rapport Commitment of Traders sur le cours de l'euro-dollar. Donc, j'ai pris le cours de l'euro-dollar, j'ai pris les options et les futurs et depuis 2 ans. Les asset managers, effectivement, dans le repli du cours de l'euro-dollar, alors là, sur l'ensemble du mois de mai, il y a eu une diminution de la position nette. Il ne faudrait pas casser ce niveau. Donc, effectivement, il y a eu un recul des positions longues, une toute petite hausse des positions short. Ce n'est pas non plus le cataclysme, mais il faut absolument tenir ce niveau, et ça, on verra à la prochaine mise à jour. Au niveau des hedge funds, la position nette n'a pas baissé, elle fait même plutôt une structure bullish. Donc, voilà, les hedge funds ont l'air plutôt de rester en faveur d'un rebond de l'euro-dollar. Les asset managers commencent à hésiter. Donc, voilà, là, c'est pas évident. À suivre pour ces données de positionnement. En ce qui concerne les spreads au sein de la zone euro, je vous ai mis ici le spread entre l'Italie et l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne. Tant que ces spreads sont plats ou à la baisse, c'est un facteur de soutien pour l'euro. Car l'euro souffre lorsqu'il y a une hétérogénéité entre les conditions de crédit au sein des pays de la zone euro. Ça, c'est plutôt bullish. Maintenant, voilà le recul récent de l'euro-dollar. Ici, je vous ai mis en bleu l'euro-dollar et en bougie japonaise, vous avez le spread d'auto, cette fois-ci, entre les USA et la zone euro. Pour la zone euro, j'ai pris l'Allemagne. Le repli récent de l'euro-dollar, ça a été un rebond du spread d'auto. Mais le revoilà sous une petite résistance. Si d'ailleurs j'applique l'Ishimoku au spread d'auto, là, on est quand même sous le nuage, c'est quand même baissier et tout. Alors, ok, là, ça s'est neutralisé, la Kijun tombe, mais voilà, overall, on n'est pas repassé comme en bull market, comme ça avait été ici le cas en septembre 2021. Maintenant, écoutez, sur le cours de l'euro-dollar, moi, j'ai pas changé d'avis. Moi, je pense que, alors, pour moi, l'invalidation de la hausse, alors pour certains, c'est 1,0630. Pour moi, l'invalidation de la hausse, c'est ça. Ce sont les 1,0510, 1,0520. C'est l'ultime support ici en Ichimoku. C'est le niveau des 50 sur le RSI hebdo. Alors oui, la divergence sur le MACD, c'est pas top. Ça rappelle celle-là. Ok, c'est pas top. Mais voilà, c'est un indicateur de momentum parmi d'autres. Et lorsqu'on fait la conjonction des facteurs techniques, le RSI, lui, tient plutôt encore les 50. En chartisme, tant qu'on tient ça, moi, je reste bullish. En fait, voilà, en gros, on casse 1,05. Ok, on casse 1,05. Le marché tournera à la parité. Tant qu'on tient les 1,05, moi j'ai plutôt un scénario, donc ça reste bullish au-dessus des 1,05. Il y a une hypothèse que je vous présente, que le cours de l'euro-dollar ici serait en train de faire ce qu'on appelle un running flat. C'est cette pattern ici, dans une phase haussière, avec un nouveau plus haut, ici un running flat. Le nouveau plus haut, on l'a retracé en partie et on repartirait. Donc vous voyez, hein, là on voit bien ici à quoi ressemble le running flat. Et donc voilà, c'est la pattern que vous avez là. Hop, on a fait un nouveau plus haut, on a retracé ça, et donc voilà, là du coup pour faire un running flat, il faut tenir les 1,0640, qui en plus correspond à ce niveau. Donc voilà, écoutez, je vous donne des niveaux, chacun son opinion. Pour certains, l'invalidation de la hausse, c'est 1,0630, car il n'y aurait plus de running flat. Pour d'autres, c'est 1,05, 1,0520, moi je me situe plutôt là. Et puis alors certains même ont des niveaux encore beaucoup plus extrêmes. Moi je vous livre ici mes deux niveaux. Par contre, voilà, moi ma conviction c'est que si on casse les 1,05, là clairement le marché retournera à la parité et ce sera du fait de données fondamentales liées à la politique monétaire. Et donc il est peu probable pour moi que la BCE pivote avant la Fed. Maintenant, place à la décision de la BCE ce jeudi 15 juin, en particulier la mise à jour de ses anticipations macroéconomiques, et de là, le choix du cours de l'euro-dollar,
par rapport au niveau chartiste que je vous ai décrit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous et bonne fin de semaine. Merci.